Ils arrivent. Ne parle pas. Ils pourraient trancher nos langues. Mais ils nous ont tranché les oreilles. Rude, le mot dedans ma bouche. Étrange chose ce nom soleil qui fouille tes ongles, tes gencives et tes poumons, ta dure mère brandie d'effroi. Main décharnée du baladin tordu de peur, c'est la peur crue qui ressurgit d'un temps très noir. Mais c'est aussi Brandon bourgeon de la colère et du refus, du mot non dit, mot indicible, indéfaisable. Quand il ne restera plus rien, de toi ni de moi, il y aura de l'eau et du soleil, et un jour qui ouvre les portes les plus secrètes, les plus obscures, les plus tristes, et des fenêtres vivantes comme des grands yeux éveillés sur le bonheur. Et il n'aura pas été vain que toi et moi ayons pensé seulement ce que font les autres, car quelqu'un doit penser la vie. Prête-moi ta plume, mon ami Michel, pour accorder mes mots avec notre amitié. Le temps s'endort, l'homme passe, la femme crée. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit, mais de ce qui, en nous, donne de la lumière. Où vient, une fois encore, de mourir la liberté? Qui, dans la plaine, ouvre des tombes obscures? Qui ordonne la destruction des mondes sur la peau de la terre? C'était le pays du sel, de l'or, du cuir, des chevaux, des chameaux, des dattes succulentes, où fraternité et science marchaient, main, dans la rigueur du jour, la clémence de la nuit, où les salamaleks de nos vieillards chenus bruissaient tendrement aux portes des mosquées, Djingar Hébert, Cancun, Moussa et la lointaine Djenné. L'arc-en-ciel, en or, bleu, rouge, vert, brun, beige, que sais-je? L'or des sables, le soleil couchant, le bleu des tuniques, des turbans, la douceur du henné, le soleil blanc, impartial, l'arc-en-ciel couleur de concorde et d'opulence. Elle est amère, la mémoire. Amère. Déjà la grande chiennerie du temps. Pour qui devine sa longue errance de fracture dans la perpétuité pourrissante des paroles. Hommes de tous les continents, les balles et têtes encore les roses dans les mains de rêve. Dispose le sacré aux affaires courantes de l'insecte, comme au chant de l'oiseau, aux existences opportunes qui fournissent le jour, et proclame, sacré dans l'argile, cette empreinte d'un doigt, et l'usure des pierres sur le seuil, et la flamme, et le sel, et le partage des refuges. Sacrée la terre, et les poissons des fleuves. Sacré, celui qui vient et qui te dit l'amour dans une langue que tu ne connais pas. À marée haute, il s'est fiancé à la sirène, aux yeux aigues marines, et qu'il a enchanté. Damné dans son exil, il a pris la mer, comme il prenait femme, dans la taverne d'un quai, comme on transgresse quelque maléfice. Assez de livres, assez de lectures. J'ai déjà compris assez de choses et je suis infiniment triste. Mon devoir humain finit-il ici? Elle a dit résurrection, et toi, Homo sapiens, tu dois mourir parce que tu ne peux pas te faire bionique. Ta nourriture biologique ou organique ne suffit pas non plus. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles. Je ne trahirai pas. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous.
Je trahirai demain. Pas aujourd'hui. Demain. En vérité, c'est au ciel que poussent les racines de la catastrophe. En vérité, à Bagdad, les pierres pourraient se fendre de honte. Combien la vieillesse de la langue a besoin de l'enfance de l'alphabet. L'univers ne cessera de pleurer et de sécher ses larmes avec les corps assassinés, jusqu'au jour où tu donneras ton corps, ô ma terre, au bras de l'aube. Messieurs, vous dites nous sommes. Être ne nous suffit point. Suivre ne nous sied point. Vos lèvres, braises de rosée, nourrissent les accords de nos harpes. Nos harpes. Mes mains moites de la brume des étoiles palpent vos songes. Avant la nuit, une pensée de toi, pour toi, avant que je ne tombe dans le filet blanc des angoisses et la promenade aux frontières du rêve, du désir, avant le crépuscule, parmi les gazelles des sables, pour ressusciter le poème au royaume d'enfance. Nous voulons nous mouvoir dans la splendeur de ce corps nommé K. De ce Aleph renversé. Jaillit le Verbe incarné. Alors, le poète exalte. Le poète exalte L'incarnation du Verbe l'incarnation voyellisé. du Verbe voyellisé. Le poète exalte l'incarnation 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 du Verbe voyellisé. Maintenant à nos amis poètes qui l'ont désiré, qui l'ont demandé, bien sûr, de témoigner chacun à leur façon de ce que nous avons vécu pendant cette année d'écriture, de rencontres, de dialogues, d'échanges qui se sont faits la plupart du temps dans la convivialité, voilà, et dans ce beau chemin d'étonnement que toute rencontre avec l'autre peut susciter. Dominique, tu veux commencer ? Non. Oh yeah, oh yeah! À vous tous, bande de moderneux, qui menez une vie de poème. Moi, Picrate, grand philosophe, faisant le trottoir comme tout bon pathéticien. Quand j'entre dans l'antre et que je vous tourne le dos, c'est parce que je sais que je vous ai tous battus. En effet, en effraction. Votre poéta physique qui s'explose de joie, en fragments et en lambeaux, est battu par mon génie, puisque je suis le premier à avoir fait un livre blanc. Quel inspira. Et merci pour le petit verre. Dominique, vous le précisez, est notre poète pataphysicien de service. Jean-Pierre Bijot.
que vous puissiez vous souvenir de ce que je vais vous dire, j'ai donné un titre synthétique, enfin relativement synthétique, à ma déclaration. O et. Ça peut se dire ohé. Et O, à la rigueur. Lorsque j'étais à l'école primaire, on récitait de la poésie. C'était une procession de mots dont la mélodie assurait la continuité, fût-ce au prix de l'ennui. Ou bien un plaisir de la répétition nous laissait croire à un bercement. Il a fallu que je me mette à écrire des poèmes au début de mon adolescence pour que le mot lui-même et la chose poétique m'apparaissent sous un tout autre jour. L'unité si rassurante de la poésie, dont le nom en grec évoque l'origine un peu pâteuse, un peu paterno-maternelle, ce fameux poiein qui désigne une fabrication manuelle, par exemple à partir de la terre, si on tourne un vase, cette unité a eu vite fait de voler en éclats. C'est qu'en réalité, le poème, si arrondi qu'il soit, procède moins d'une continuité homogène que d'une discontinuité, du hiatus qui affecte le lien du poète avec le monde. La versification classique, tout autant que la métrique et la dispersion graphique moderne, en témoignent. Et il m'arrive de penser que, dans le mot même qui la désigne, la poésie nous invite à prononcer dans un choc les deux voyelles qui, accolées à la labiale sourde de son entrée en mouvement, nous suggèrent qu'elle n'est pas seulement un travail, mais un cri. Poésie comme Zoé, la vie comme ohé du matelot, la terre et la mer s'entrechoquent. Je me suis longtemps occupé d'adolescents en chute libre et qui cassaient la baraque. Ils en avaient assez des berceaux de la poésie rituelle, de la récitation du monde et de cet étouffement que j'avais connu moi-même quand le discours des maîtres s'était abattu sur moi. Ils voulaient des radeaux plutôt que des berceaux. Avec quelques adultes résistants, au sens politique du mot, nous avions ouvert des voies à la parole, y compris par ces poèmes faits de mots et d'actions qui font l'éducation de l'homme sur le chemin de la connaissance. Nos dévoyés s'accrochèrent aux branches. Aujourd'hui, quand les pouvoirs veulent notre bien au point de nous asphyxier par leurs discours, mous comme l'amour sur un matelas de mauvais nuages, quand la communication nous assiège par l'effet de son terrorisme à pattes de velours, quand nous suffoquons sous le poids de la quantité élevée au rang de vérité transcendantale, nous crions les deux voyelles entrechoquées « Ohé !» que la poésie nous inspire. « Ohé ! Réveillons-nous !» Mais rudement, selon le mot de Victor Hugo, dans ce promontoire du songe qu'il écrivit après avoir rencontré la Lune en 1884 à l'Observatoire de Paris. Le possible, dit-il, n'aborde pas le réel sans on ne sait quelle mystérieuse colère. Colère d'une poésie pourtant aimante, il nous faut casser les mots de pierre et les rendre à une terre un peu adoucie, mais forte comme un baiser. Ce possible du langage est ainsi notre affaire. Une espèce de trou dans l'obscur, dit encore Victor Hugo, de ce qu'il découvre aux côtés de son ami Arago,
et qui résonne dans toute son écriture. Effraction du cambrioleur, du voyant, de l'enfant lancé dans la chambre et au-delà, nous nous sommes réunis pour forcer les portes du réel, pour ouvrir un espace de liberté à la pensée sensible, délivrer la parole des prisons où l'enferment les mots qui endorment. Ohé, réveillons-nous, levons les voiles de la langue, prenons hardiment la mer qui n'est pas seulement ce toit tranquille où marchent des colombes, mais comme pour Ulysse, celle dont Saint John Perse dit qu'à la ronde, elle roule son bruit de crâne sur les grèves. C'est la mer à la houle nombreuse, chantée par Homère, et qui menace son héros de n'être plus personne. Contre ce mal même, n'être plus personne, dont nous voyons se dessiner le visage dans notre société, il n'y a que le chant des muses contre celui des sirènes. Voilà. Dans le sens libérateur de l'effraction, de briser quoi? De briser des barrières, des clôtures, des formules, des représentations, toutes ces choses qui, quelque part, marginalisent les poètes aujourd'hui de la société. Donc je reviens à l'histoire, parce que la poésie avait un passé, même avant l'écriture. À l'époque, avant l'écriture, la poésie existait dans les invocations associées aux naissances, dans les rites funéraires, dans les chants qui accompagnaient les récoltes ou le travail des forgerons. Et à l'époque, figurons-nous que les poètes occupaient une place centrale dans la société. Et pourquoi ils occupaient une place centrale dans la société? Parce qu'ils transmettaient les paroles nécessaires pour que la société survive. Pourquoi? Pour favoriser la fertilité et la descendance, pour transmettre des mythes. Des mythes qui expliquaient les origines, la vie dans ce monde, les voyages au-delà. Je ne vais pas faire référence à la mythologie grecque de manière formelle, etc. Vous savez de quoi on parle. Mais ces formules, ces récits devaient être mémorisés. Donc pour mémoriser et pour ce faire, les langages devaient se condenser, se charger des rythmes, des forces symboliques, afin de se perpétuer à travers les générations. Et ainsi est née la poésie comme un besoin vital. La poésie n'est pas une vue de l'esprit, la poésie est un besoin vital de l'humanité. Alors, quelques siècles après, bon, je passe par les grands changements, non? Les changements produits par la naissance de l'écriture, l'imprimerie, l'alphabétisation massive. Aujourd'hui, l'Internet, on ne parle pas de ça, mais on arrive à un moment, à une époque, où la poésie et les poètes, par rapport à cette époque ancienne, ne sont plus au centre de la société. Merci Platon, on nous a chassés de la cité. Ça, Platon l'a voulu, c'est bien écrit dans la République, et voilà, on n'est plus dans la cité. On a été chassés, donc il est normal de se demander, je m'adresse aux philosophes, moi je ne suis pas philosophe, un peu anthropologue par hasard, par besoin de survie, disons. Il est normal de se demander s'il ne serait pas nécessaire de décréter un état d'urgence politique pour libérer les langages et peut-être prononcer le monde autrement et que les poètes reviennent au centre de la cité. Alors pour ça, et ça c'est peut-être pour les débats d'après, je ne sais pas l'ordre, mais quelle effraction doit-on commettre? Ça c'est, quelle effraction? Et j'ai dit, je peut-être m'adresse plutôt aux psychanalystes qui sont dans la salle, j'en ai un qui vient de lire, briser sa propre peau, le moi peau, sortir d'elle-même, sortir la poésie d'elle-même pour y revenir, je ne sais pas. Je ne sais pas bien comment l'exprimer, mais il me semble que la poésie ne doit pas rester dans le rôle des belles aux voix dormantes. J'essayais de faire un jeu de mots français. Ça va, j'ai bien prononcé Catherine. Excellent. Très bien.
c'est me corrige, non, ça va, ça va bon. Cette belle aux voix dormantes dans lesquelles on souhaiterait nous confiner. Donc j'ai dit, la poésie doit rompre ses propres moules, traîner dans la rue, se mêler des grands enjeux des sociétés. Bon, je vais dire peut-être des choses qu'on n'est pas d'accord ici, mais j'ai dit, il faut se mêler de ces enjeux des sociétés, environnementales, économiques, les changements de climat, tout ça, tout ce qu'on voit, il faut se mêler. Mais se mêler comment? Donc à ces enjeux auxquels nous nous confrontons, parce qu'on est au début du 3e millénaire. Je suis un peu kabbalistique, je pense que début du 3e millénaire, c'est quand même assez fort. Moi, ça me pèse beaucoup. Et j'ai dit que la poésie doit se mêler comment? En gardant son âme, en gardant le rythme et la force symbolique de son langage condensé. Pas s'éloignant de ses sources. Parce qu'on est né comme ça, on est né pour se mémoriser. Donc peut-être il y aurait